Physiologie animale. Semestre 1. Manipulation intitulée Étude des glandes endocrines. Deuxième année licence analyse biologique et expérimentation. La thyroïde. La glande thyroïde ou thyroïde est une glande endocrine régulant, chez les vertébrés, de nombreux systèmes hormonaux par la sécrétion de triiodothyronine, T3, de thyroxine, T4, et de calcitonine. Dans l'espèce humaine, elle est située à la face antérieure du cou, superficiellement. Ces déformations, on parle de goitre quand le volume de la thyroïde est augmenté, sont visibles sous la peau. Elle peut être le siège de diverses affections, hyperthyroïdie, hypothyroïdie, tumeurs malignes ou tumeurs bénignes. On peut l'étudier grâce à l'échographie et à la scintigraphie. Observation microscopique. Une coupe histologique de la thyroïde. La thyroïde est constituée de follicules thyroïdiens entourés par des thyréocytes sécrétant la T3 et la T4 contenant la colloïde. Entre les follicules se trouvent les cellules C qui sécrètent la calcitonine. Avec présence des capillaires sanguins. La différence d'une thyroïde au repos et une thyroïde active. Une thyroïde au repos présente des follicules remplis de colloïdes indiquant la non-libération des hormones sécrétées dans la circulation sanguine, tandis que la thyroïde active est marquée par des vacuoles au niveau de follicules montrant la libération des hormones dans les capillaires sanguins. La régulation des hormones thyroïdiennes. L'hypothalamus sécrète la TRH thyroïde releasing hormone qui va stimuler l'hypophyse à sécréter la TSH thyroïde stimulating hormone qui va stimuler la thyroïde à sécréter les hormones thyroïdiennes qui vont agir sur les organes cibles et à des doses physiologiques. Il y a un rétrocontrôle sur l'axe hypothalamique. Les hormones contenant de l'iode, la triiodothyronine, T3, et la thyroxine, tétraiodothyronine, T4. La T4 est transformée en T3 dans la circulation générale. La T3 est beaucoup plus puissante que la T4 et semble être la forme métaboliquement active de l'hormone. Elle régule le niveau du métabolisme basal et joue un rôle important dans la croissance et la maturation, en particulier celle du tissu nerveux. La sécrétion de ces hormones est régulée par la TSH sécrétée par l'antéhypophyse. La calcitonine est une hormone polypeptidique. Elle régule, avec l'hormone parathyroïdienne, les taux de calcium sanguin. Elle abaisse le taux de calcium sanguin en inhibant la résorption osseuse ostéoclastique et en stimulant l'activité ostéoblastique. Les glandes parathyroïdes qui sécrètent les parathormones régulent les taux sériques de calcium et de phosphate. Elles ont une action directe sur l'os en augmentant la résorption ostéoclastique et en favorisant la dégradation de la matrice osseuse et sur le rein en augmentant la réabsorption tubulaire d'ions calcium et en inhibant la réabsorption des ions phosphate à partir du filtrat glomérulaire. Elles assurent aussi l'augmentation de l'absorption intestinale du calcium en présence de la vitamine D. L'observation microscopique d'une coupe histologique d'un testicule rat montre la présence de plusieurs tubes séminifères avec une lumière de tube. Cette présentation schématique de testicule adulte montre que le tube séminifère est composé de deux compartiments différents mais présentent entre eux des liens fonctionnels. Le premier compartiment interstitiel qui comprend les cellules de Leydig et le deuxième compartiment et les tubes séminifères, lieu de la synthèse des spermatozoïdes. Entre ces deux compartiments il y a les cellules myoïdes. Le compartiment interstitiel est formé d'un tissu conjonctif riche en vaisseaux sanguins et situé entre les tubes séminifères. Il contient les cellules de Leydig et d'autres cellules telles que les fibroblastes, les macrophages et les lymphocytes. Les cellules péritubulaires myoïdes ont certaines caractéristiques des cellules musculaires lisses et leur cytoplasme contient des filaments d'actine en abondance. Ces cellules assurent la contractilité des tubes, ce qui joue un rôle dans l'évacuation des spermatozoïdes et dans la circulation du fluide tubulaire. Ces cellules sont riches en myosine, en actine et en fibronectine. L'épithélium séminifère comprend lui-même deux populations cellulaires. 1. Les cellules de soutien que sont les cellules de Sertoli. 2. Les cellules germinales ou les gonocytes qui sont responsables de la spermatogenèse. Les étapes de la spermatogenèse, phase 1 de multiplication. La multiplication des spermatogonies permet, d'une part de conserver un capital de cellules germinales souches en réserve et d'autre part de fournir une famille cellulaire qui va accomplir la spermatogenèse ou subir une apoptose. Les spermatogonies sont les cellules souches de la spermatogenèse, toujours disposées à la périphérie de la paroi au contact de la membrane basale. On en distingue habituellement trois types en fonction des caractéristiques de leur noyau. 1. Spermatogoniade, à chromatine finement granuleuse dense à aspect sombre, dark. 2. Spermatogonie AP, à chromatine poussiéreuse claire, pâle. 3. Spermatogonie B dont la chromatine forme des gros grains irréguliers. Elle se multiplie par des mitoses somatiques normales. L'évolution de la lignée s'amorce à partir de l'une des deux cellules filles de la cellule initiale,
alors que l'autre contribue au maintien de la réserve de spermatogonie. Spermatocyte 1 à 2 N chromosomes donne pour la première division réductionnelle de la méiose 2 spermatocytes 2 à N chromosomes. Pour la deuxième division équationnelle on obtient 4 spermatides à N chromosomes. Après une transformation extraordinaire, le spermatide va se transformer en spermatozoïde en cellule vivante et mobile, c'est la phase de la spermiogénèse. Les différentes modifications morphologiques intéressent. Premièrement, l'appareil de Golgi. Dans les vésicules de l'appareil de Golgi apparaissent des granules. La confluence des vésicules forme une vacuole acrosomiale contenant un gros granule dense. Deuxième, la vacuole acrosomiale, qui s'applique contre la membrane nucléaire et s'étale sur environ un tiers de la surface du noyau constituant le capuchon céphalique ou acrosomial. Troisième, les centrioles. Le premier centriole, dit centriole proximal, se dispose au voisinage immédiat du pôle nucléaire non revêtu de capuchon. Le deuxième centriole, dit centriole distal, situé immédiatement en arrière, se transforme et donne naissance aux divers filaments qui constituent le flagelle du spermatozoïde, complexe axonémal. Quatrièmement, les mitochondries. Au voisinage du noyau, quelques mitochondries s'orientent parallèlement aux filaments du flagelle. Les autres mitochondries forment un manchon mitochondrial disposé en hélice autour des filaments et limité à son extrémité distale par un anneau dense, l'annulus. Cinquièmement, le noyau, qui évolue d'une forme arrondie à une forme fusiforme allongée. La condensation de la chromatine s'accompagne de modifications des protéines nucléaires entraînant sa compaction grâce à l'échange des histones par des protamines 1 et 2 succédant aux protéines de transition. Enfin, le cytoplasme. Il se produit un véritable écoulement du cytoplasme sur le pourtour du noyau, ne laissant qu'une mince couche aboutissant à la formation autour de la partie proximale du manchon mitochondrial, d'une gouttelette cytoplasmique, dans laquelle on trouve des restes de vésicules golgiennes et de réticulum endoplasmique. Le spermatozoïde débarrassé de son corps résiduel est alors libéré dans la lumière du tube séminifère, c'est la spermiation. La structure de l'ovaire. L'observation d'une coupe d'ovaire montre deux zones. La zone médulaire, très vascularisée. La corticale, qui contient des follicules ovariens de différentes tailles. La taille et la composition de chaque follicule montrent qu'il s'agit de différents stades d'évolution. Cette évolution des follicules est appelée la folliculogenèse. En observant des coupes d'ovaires de la rate, on peut distinguer différents types de follicules. Le follicule primordial, très petit, avec ovocytes réduits entourés de 3 ou 4 cellules. Les cellules folliculaires. Le follicule primaire, à ovocytes un peu plus gros entouré d'une couche de cellules folliculaires. Le follicule secondaire est constitué d'un ovocyte plus volumineux, de nombreuses couches de cellules folliculaires, d'une thèque interne formée de cellules glandulaires, sécrétrices d'hormones, et d'une thèque externe, protectrice, formée de fibres. Le follicule tertiaire ou cavitaire ayant la même structure que le follicule secondaire mais plus gros est caractérisé par une ou plusieurs cavités remplies d'un liquide folliculaire sécrété par les cellules folliculaires. Le follicule mûr ou de De Graaf, de même structure que le précédent, est caractérisé par une grande cavité folliculaire, anthrome. Ce follicule fait saillie à la surface de l'ovaire et va se rompre en libérant l'ovocyte, c'est l'ovulation. L'ovogenèse est l'ensemble des étapes qui aboutissent à la formation du gamète femelle à partir d'une cellule souche, ovogonie. L'ovogenèse commence dès la vie fœtale, s'arrête pendant l'enfance puis reprend à partir de la puberté. Pendant la vie fœtale, la multiplication. À partir du 3e mois de la vie fœtale, les ovogonies se multiplient par mitose pour donner 6 à 7 millions d'ovogonies diploïdes. Cette multiplication s'arrête vers le 7e mois de la vie fœtale. Début de l'accroissement. Tous les ovogonies obtenues augmentent légèrement de taille et se transforment en ovocytes 1. Ces derniers commencent la division réductionnelle de la méiose et se bloquent en prophase 1. À la naissance, les deux ovaires referment 1 million d'ovocytes bloqués en prophase 1. L'ovogenèse est donc bloquée et il ne reprend qu'à partir de la puberté. Remarque, un grand nombre d'ovocytes dégénèrent pendant l'enfance, c'est l'atrésie. Pendant l'enfance, l'ovogenèse est bloquée, repos, mais les ovocytes continuent à dégénérer pour atteindre 400 000 au début de la puberté. À partir de la puberté, à la fin de l'accroissement, l'ovocyte reprend son accroissement, il devient de plus en plus volumineux par accumulation de réserves. Ensuite la phase de maturation, 24 heures avant l'ovulation, l'ovocyte se détache du granulosa et réalise sa division réductionnelle pour donner deux cellules, de taille très inégale à N chromosomes dédoublés, qui sont le 1 globule polaire, de petite taille, et l'ovocyte 2, de grande taille. L'ovocyte 2 entre immédiatement en division équationnelle et se bloque en métaphase 2. S'il y a fécondation,
L'ovocyte 2 reprend la division équationnelle et donne 2 cellules, de taille très inégale et à N chromosomes simples, qui sont le deuxième globule polaire, de petite taille, et l'ovule ou l'ovotide, de grande taille. S'il n'y a pas fécondation, l'ovocyte 2 dégénère en 24 heures. L'hypophyse est constituée de 2 lobes, le lobe antéhypophyse et le lobe posthypophyse appelé aussi le neurohypophyse. L'antéhypophyse est le siège de la sécrétion de la totalité des hormones hypophysaires tandis que le posthypophyse ne sécrète que 2 hormones, l'ADH qui régule la diurèse et l'ocytocine qui régule l'accouchement et la production de lait chez la femelle. Ce schéma montre l'emplacement de l'hypophyse chez le rat.